Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. 120 ans. Oui, cela fait 120 ans que le mondial de l'automobile sustente passionnés, aficionados ou simples curieux des cylindrés. Ça en fait du temps depuis la création de la première exposition internationale d'automobile. C'était sur la terrasse du Jardin des Tuileries en 1898. Contrairement à ce que l'on pense, on ne fête pas cette année la 120e édition. Quoi de plus normal lors du siècle dernier, au moins par 2 fois les Français avaient mieux à faire. Pourtant, il est toujours là, ce mondial de l'automobile, et il n'est pas prêt de disparaître. Pour cause, il est aujourd'hui le premier salon automobile au monde par sa fréquentation et son exposition médiatique, signe que les Français et les visiteurs du monde entier lui sont fidèles. Toujours apte à s'adapter, en témoigne sa curiosité pour la mobilité avec un grand M et la technologie avec un grand T. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au mondial de l'auto et à ses visiteurs. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Giraud, le commissaire général du mondial de l'auto et des mobilités. Monsieur Giraud, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Comment se passe le mondial ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Depuis l'ouverture au public, il y a une foule considérable de gens passionnés par l'auto, par la moto. Et comme nous avions pris la décision de mettre le mondial de la moto en même temps cette année, je constate que ça plaît beaucoup parce que j'ai interviewé des motards qui sont contents que l'auto soit avec eux. Et j'ai interviewé des fidèles de l'auto qui me disent c'est génial que la moto soit avec nous. Donc il y a tellement de belles machines et de beaux véhicules à voir sur tous les stands. Je suis pour l'instant heureux. Oui, pour l'instant très satisfait. Oui. Ça. Moi, quand je rencontre des gens dans les allées qui sont très contents, qui prennent des photos, qui me disent c'est génial ce que vous faites, c'est une récompense et on est content. Je suis content pour eux. À vos côtés se tient Olivier Queudeville, directeur du département automobile chez CSA. Alors attention, ce n'est pas cette le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais bel et bien une institut d'études marketing et d'opinion. Monsieur Queudeville, bonjour. Bonjour, en effet, l'institut de sondage CSA. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Ensemble, nous allons donc parler des Français et du mondial. Et pour ce faire, nous allons nous reposer sur l'étude que vous avez réalisée, Monsieur Queudeville, et qui parle de cela, justement, de cette relation qu'il y a entre nos compatriotes et cet événement. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner, en guise de préambule, les coulisses de cette étude ? Le nombre de gens interrogés, quel était le panel ? Oui, alors écoutez, c'est une étude qu'on a réalisée au début du mois de septembre, avant l'ouverture du mondial. Nous avons décidé d'interroger un panel représentatif de 1000 Français du 14 au 15 septembre, très exactement. Et alors, comme ça, après les interrogations de ces différentes personnes, qu'est-ce qu'il en ressort ? Quelle est la tendance générale de cette étude ? Alors, à travers cette étude, on a cherché à comprendre 3 grands sujets. Le premier... au-delà du nombre de visiteurs qui vont être présents sur ce mondial, quel est l'impact, quelle est l'écoute du mondial ? Ensuite, on s'est interrogé sur les modes de mobilité demain, comment les anticiper. Et enfin, quelles étaient les attentes des Français par rapport à la voiture ? Oui, en effet, pour moi, il y a 2 choses dans cette étude. Le mondial jouit toujours d'une très forte notoriété auprès des Français. Son rayonnement international ne faiblit pas. Et puis, les Français semblent être conscients de la nécessité d'un changement des modes de déplacement. Et ils semblent d'ailleurs aptes à l'aborder. Du coup, Jean-Claude Giraud, comment expliquez-vous cette adhésion persistante du public pour le mondial ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vraiment ? Oui, parce que les gens sont toujours passionnés par la voiture. D'abord, les chiffres d'immatriculation sont très bons en 2018, donc ça prouve que les gens achètent des voitures. Mais au-delà de l'acte d'achat, qui est important pour les exposants qui sont ici, parce qu'ils prennent des commandes, c'est la passion des gens pour la voiture. Et l'étude montre que 88% des Français connaissent le mondial de l'auto. C'est quand même considérable. Alors, il y a 12%, il faut mieux qu'on communique pour que les 12% restants apprennent l'existence de ce mondial, mais 88%, c'est extraordinaire. Et quand je vois le chiffre aussi des gens qui voudraient mieux venir au salon, le chiffre est de 33%. 33% des Français viendraient s'ils en avaient la possibilité.
vous vous rendez compte, 33% sur une population de 66 millions, j'aurais un visitorat considérable. Une audience extraordinaire pour ce mondial de l'automobile. Quand on interroge les Français, c'est un tiers, 32% très exactement, qui nous disent avoir l'intention de suivre ce qui va se dire sur le mondial. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on est sur des chiffres extrêmement hauts, quelle que soit la population. Et ça peut être auprès des femmes, auprès des hommes, auprès des moins de 35 ans, comme auprès des plus de 50 ans, auprès des gens qui habitent dans les grandes villes, comme des gens qui habitent dans les communes rurales. Et on a même, sur les communes rurales, une intention d'écoute même un petit peu plus élevée, ce qui prouve bien que la mobilité est un sujet au cœur de la préoccupation de tous les Français. Et comment vous expliquez, vous, cette adhésion, Monsieur Giraud? Bien, écoutez, la voiture est un instrument de liberté, toujours. Donc, dans les grandes villes, c'est vrai qu'il y a moins besoin de la voiture, mais lorsque vous allez en province, si vous voulez avoir un travail, si vous voulez amener vos enfants à l'école, si vous voulez avoir des loisirs dans la grande ville qui est à côté de votre petit village, si vous n'avez pas de voiture, vous êtes quand même mal. Il y a un rapport sénatorial, il y a 2 ans, il est sorti au Mondial 2016. C'était Madame Joanneau qui avait commandé cette étude pour le Sénat et qui l'avait menée. Et donc, elle disait très bien que des femmes sans voiture en province, elles peuvent tomber dans la précarité. C'était le mot qui était employé. Parce qu'une femme avec 2 enfants dans des familles qui sont de plus en plus monoparentales, si elle n'a pas de voiture pour, comme je viens de le dire, accompagner ses enfants à l'école ou au sport, ou elle-même sortir le samedi soir, ça devient dramatique. Et ça peut être une rupture d'un lien social. Donc la voiture est toujours cet objet de liberté et pour conforter le lien social. Parce qu'on va voir ses amis, on va au cinéma, on va au théâtre, et avec la voiture. Donc il y a une grande distinction quand même entre les grandes villes où les moyens de locomotion sont très développés, avec le métro, le tramway, etc. Effectivement, beaucoup moins besoin de voiture. Mais c'est quand même une petite partie de la France. Et vous, Monsieur Queudeville, outre cette adhésion, vous avez senti un enthousiasme particulier des personnes interrogées pour le mondial ? Ah ben, tout à fait. Moi, il y a un chiffre assez extraordinaire sur lequel je souhaiterais m'arrêter. C'est les gens qui ont l'intention d'acheter un véhicule au cours des 6 prochains mois. 40%, donc, c'est ça? C'est 40% de nos compatriotes vont en tout cas écouter ce qui va se dire sur le mondial? Alors c'est même un peu plus que ça. C'est parmi les gens qui ont l'intention de renouveler leur véhicule, 40% d'entre eux nous disent qu'ils tiendront compte de ce qu'il va se dire sur le mondial de l'automobile pour choisir leur prochain véhicule. C'est magnifique, vous faites les transitions à ma place. C'était ma prochaine question, justement. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Parce que les statistiques le prouvent, et des constructeurs nous l'ont dit il y a 2 ans, il y a 4 ans, etc. C'est que les achats, avec les prospects qui sont venus, ou les gens qui ont entendu effectivement parler des véhicules au salon, concrétisent un achat dans les 3 à 6 mois. Et ça, c'est donc important, parce qu'ils viennent découvrir aussi certains modèles, et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés mondiales qui sont découvertes ici. Donc les gens viennent se renseigner sur les stands et concrétisent après leur acte d'achat. Ça prouve donc que pour les achats, pour la passion, pour le rêve, le mondial est irremplaçable. Les tendances du mondial comme facteur prépondérant de la décision des Français de l'achat d'une nouvelle voiture, pour vous, c'est la plus grande marque de confiance? C'est l'une des choses dont vous êtes le plus fier? Oui, c'est forcément intéressant, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est un retour sur investissement pour nos exposants qui sont ici. Donc il faut qu'ils y retrouvent leur compte, je dirais, et qu'ils fassent du business. Donc c'est le but. Alors les gens, beaucoup de gens en profitent ici. J'ai entendu même sur une radio ou une télévision en disant qu'entre un parc d'attractions et le salon, il y en a qui font le choix direct de venir au salon parce qu'il y a encore plus de choses à faire au cours d'une journée au Mondial de l'Auto que même un parc d'attractions. Donc j'étais surpris d'entendre ça, mais je le savais un petit peu, et ça fait plaisir d'entendre des visiteurs qui vous disent ça, parce que donc il y a ce côté visite, mais ce côté intéressé. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand les ventes augmentent, c'est le cas de cette année, donc les exposants ont tout intérêt à effectivement être bien présents, à bien communiquer,
avec le visitorat pour que celui-ci concrétise son intention d'achat. Monsieur Quetteville, je vois que vous vouliez prendre la parole. Oui, tout à fait, parce qu'on a un chiffre extrêmement intéressant qui illustre ce que vous êtes en train de dire. On s'est posé la question de savoir si les annonces qui allaient être faites par les constructeurs à l'occasion du mondial pouvaient modifier le calendrier d'achat des automobilistes. Et pour ça, donc, on leur a posé la question, est-ce que les annonces pouvaient justifier le renouvellement de leur véhicule. Et là, c'est 53%, plus d'un Français sur deux, qui nous dit que de façon certaine, les annonces qu'ils attendent du mondial de l'automobile pourraient justifier le renouvellement de leur véhicule. Alors, quels sont ce qu'ils attendent comme annonce, principalement ce qui est en rapport avec la consommation et donc le coût d'usage du véhicule, la pollution, la possibilité d'utiliser un véhicule qui va s'inscrire dans une consommation plus respectueuse de la planète, et enfin la sécurité. Oui. Un véhicule beaucoup plus sécurisé. Ces leviers, on va en parler. Vous avez un temps d'avance sur moi, hein, monsieur Quetteville. Hein. J'allais revenir dessus. Simplement, laissez-moi vous poser une question, puisque toujours sur ce thème de fidélité du public, j'aimerais angler un peu le débat sur la question écologique. En fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette adhésion persistante du public au mondial dans un monde où la lutte pour le climat est une cause planétaire et surtout où environnement et mobilité sont deux choses qui ne semblent pas faire bon ménage à la base. C'est un peu paradoxal. Comment vous expliquez cela ? Non, mais ça c'est faux. C'est faux parce que les constructeurs travaillent en fonction effectivement des tendances de visitorat, mais dans leurs clients, mais aussi avec les injonctions des politiques ou les désirs des politiques de faire évoluer. Et tout le monde veut un monde plus propre et meilleur. Donc ils s'adaptent. Des fois, ils devancent d'ailleurs les innovations pour que les voitures polluent moins. Je dirais quand même que même aujourd'hui, les voitures à moteur thermique, il faut arrêter ce bashing de voitures thermiques parce que aujourd'hui, elles sont propres. Je parle des voitures modernes. Et donc, la première action qu'on devrait faire, c'est de pousser à renouveler un parc qui est vieillissant et qui, lui, est polluant. Parce qu'avec des voitures neuves qui sortent aujourd'hui, même en moteur thermique, c'est propre. Mais tous les constructeurs, effectivement, vont de l'avant. Et ce qui prouve que cette filière automobile est toujours au devant de l'innovation. Et là, on voit beaucoup de véhicules électriques, de véhicules hydrogène, de véhicules gaz qui arrivent. Et donc, les constructeurs sont toujours à la pointe du progrès. Donc, il ne faut pas opposer l'écologie avec la voiture. C'est un monde qui doit se comprendre. Le monde politique et les constructeurs, c'est un monde qui doit se comprendre et mieux communiquer pour prendre des décisions à juste propos, mais aussi dans le temps nécessaire. Parce que le temps pour s'adapter pour les constructeurs est quand même assez long, parce que une industrie, une usine, on ne change pas comme ça des moteurs du jour au lendemain en appuyant sur un bouton. Ça coûte cher. Et il ne faut pas oublier aussi que la filière automobile embauche beaucoup de Français. Et donc, il faut faire attention à ne pas prendre des décisions politiques trop rapides. Mais sinon, si on laisse du temps au temps, les constructeurs s'adaptent. Et donc, il ne faut pas opposer l'écologie avec la voiture. Il ne faut pas opposer la voiture individuelle avec le transport en commun. Tout ça, ça doit se rencontrer dans un monde qui évolue pour le bien-être de tout le monde, mais aussi pour l'économie. Parce que l'économie de la France est importante. Parce que si on vit dans un monde, en exagérant, très très propre, mais qu'on n'a plus d'industrie, qu'on n'a plus d'emploi, on respirera peut-être du bon air, mais je ne sais pas comment on vivra. Donc, il faut faire attention. Il y a un juste équilibre et il ne faut pas être dogmatique ni dans un sens ni dans l'autre et s'expliquer. Je pense que le dialogue est la meilleure chose pour que chacun comprenne les enjeux. Et ce que vous dites est très intéressant, notamment de par l'adaptation des conducteurs. Moi, j'ai envie aussi de vous répondre. Si les conducteurs s'adaptent aujourd'hui, il y a aussi, et toujours sur cette question de l'adhésion des Français au mondial, le mondial aussi s'adapte au temps dans lequel il vit. Et il répond, comme vous le disiez, aux demandes de ses visiteurs et aux espérances de ses visiteurs. Voilà, nous, on a beaucoup innové cette année donc en créant de nouveaux événements, en créant
le Mondial Tech, c'est un événement B2B où il y a eu 127 conférences en 4 jours qui ont eu des sujets justement sur l'environnement, sur les nouveaux modes d'énergie alternative. Donc on montre effectivement que l'on s'adapte. On donne la parole à des sociétés qui ne seraient pas venues à un salon de l'auto, je dirais, style ancien. Parce que Madame Cocher est venue d'Engie, donc très intéressée par toute l'évolution de la mobilité avec justement ces énergies propres. Il y a Monsieur Mallet de Transdev qui est venu intervenir, transport en commun, mais le transport, encore une fois, il ne faut pas opposer le transport en commun et la voiture. Transdev, Renault, ils ont des essais ensemble pour améliorer cette évolution de la mobilité. La mobilité, voilà, avec un grand M. Voilà, la mobilité avec un grand M et non pas être sectaire. Monsieur Queudeville, quelle est votre réaction par rapport à cela, par rapport au fait que le mondial de l'auto, il s'adapte, il change, et que ça aussi, ça plaît aux Français, ça participe à la persistance de l'adhésion des Français? Je crois que l'évolution du mondial est extraordinaire et à la hauteur de l'évolution de la perception qu'ont les Français. Un des enseignements forts de cette étude est de voir comment les émotions associées à la voiture évoluent de façon drastique. La voiture d'aujourd'hui et la voiture de demain, dans l'esprit des Français, c'est plus du tout la même chose. On est dans un contexte où les Français ont bien compris que les innovations allaient nous apporter des modes de transport beaucoup plus agréables à utiliser. 86% des Français qui sont d'accord et qui l'affirment. Quand on parle de véhicules autonomes, les Français ont bien compris ce que ça allait leur apporter. Quand on parle de sécurité, ils sont 69% à nous dire qu'ils ont compris que le véhicule autonome allait apporter plus de sécurité. Et quand on est sur le volet émotion... Ce qui est un chiffre assez surprenant d'ailleurs. Qui est un chiffre très élevé, qui démontre bien que les Français comprennent et anticipent même le sens de l'histoire. On a parlé de l'écologie, on parle de technologie, on parle de véhicules autonomes. Et quand on leur demande quels sont les adjectifs, les qualificatifs qu'ils associent à la voiture, on voit bien des gros écarts entre la voiture d'aujourd'hui et la voiture de demain. La voiture de demain, elle sera évidemment beaucoup plus partagée, beaucoup plus connectée, beaucoup plus écologique, on en a parlé, beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de risques. Et là, on voit un message fort qui est adressé par les Français aux constructeurs automobiles. Et les Français nous disent, on tient à la voiture liberté, à la voiture plaisir, à la voiture passion, à la voiture évasion. Oui. Et les Français ont compris que la mobilité serait plus agréable et demandent le mode d'emploi, demandent une communication qui soit apte à leur expliquer comment utiliser la voiture avec ces dimensions de passion et de plaisir à laquelle ils tiennent particulièrement, tout particulièrement. Vous avez raison d'en parler, on va d'ailleurs revenir sur ce côté passion, liberté, plaisir, c'est un des chapitres de cette émission. Vous parliez tout à l'heure, toujours sur la question, sur l'argument écologique, que la question du changement des modes de déplacement habituels pour une mobilité plus éco-responsable est un point crucial aujourd'hui. Et ce thème est d'ailleurs au cœur de votre étude, puisque selon elle, vous le disiez, les 3 principaux leviers d'achat sont désormais la faible consommation de carburant, la question écologique et la sécurité. Bon, on peut retirer la sécurité, qui a toujours plus ou moins été une préoccupation des Français pour leur achat d'une nouvelle automobile, mais le fait que ces caractéristiques soient désormais les critères principaux des Français pour l'achat d'une voiture, est-ce que cela vous surprend, Monsieur Giraud? Non, ça ne me surprend pas parce que tout le monde est conscient qu'il faut vivre dans un monde plus sécurisé. Alors c'est pas évident dans certaines régions parce qu'on est quand même dans un pays dangereux, dans un environnement dangereux. Donc il est important que sur la route, on puisse s'y promener ou s'y rendre pour son travail, mais en étant sûr de rentrer à la maison. C'est évident que la sécurité routière, je pense, intéresse tout le monde. Tout le monde est concerné parce qu'on a tous eu dans sa famille, à un moment donné ou un autre, des drames de la route que tout le monde se doit d'éviter.
Mais il faut faire attention aussi aux mesures qui sont prises quand même, parce que d'un autre côté, il y a certaines mesures qui ne sont pas forcément sécures. Mais bon, donc ça, je ne vais pas revenir sur le débat, mais tout le monde prend conscience qu'il faut faire attention, les constructeurs les premiers, parce qu'aujourd'hui, dans une voiture, effectivement, il peut y avoir encore des accidents graves, mais tout ce que les constructeurs et les équipementiers qui travaillent sur la sécurité passive, sur justement, ne serait-ce que tous les airbags qui maintenant datent, mais la ceinture de sécurité, les airbags, et puis les carrosseries déformantes, etc., absorbeurs de choc. Donc les constructeurs travaillent beaucoup. Je prends un autre exemple qui est un peu éloigné, mais pas que, parce que si beaucoup de voitures ont évolué aujourd'hui, c'est grâce aussi aux courses et à la Formule 1. Aujourd'hui, heureusement, on déplore plus beaucoup de morts dans les courses, malgré les vitesses et les impacts, les chocs qu'ils ont. Donc tout ça, les constructeurs en tirent des leçons pour la mettre dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et tout le monde s'en réjouit. Parce que la sécurité passive, les constructeurs, ils travaillent énormément. Alors après, effectivement, il y a d'autres facteurs qui sont là, humains, et qui sont dangereux pour la sécurité. Donc là, c'est les comportements humains, mais ça serait un débat à lui tout seul. Et pour les leviers qui concernent la faible consommation de carburant et la question écologique, c'est pas surprenant non plus. Alors là, c'est encore moins surprenant, parce qu'une consommation Vous moins... trouvez ça encore moins surprenant que la sécurité? Bien sûr, parce que les gens, ils ont bien vite compris que si la voiture consomme moins, ils vont consommer moins d'énergie, quelle qu'elle soit. Et donc, ça va leur coûter moins cher. Et ça va moins polluer. Donc là, je pense que c'est un impact direct, parce que on touche directement le portefeuille des gens. Quand les gens veulent une voiture qui consomme moins, ils se disent à la fin du mois, je vais économiser tant d'argent. Alors, c'est aussi un problème quand on voit les taxes qui augmentent tant que ça sur le carburant. Ça aussi, ça peut être encore un frein au développement de la voiture. Mais je pense que chacun des Français sont conscients d'économiser pour faire plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'avec la même somme d'argent, on souhaite faire plus de kilomètres. Monsieur Quetteville. Tout à fait, c'est les trois grandes dimensions que les Français attendent voir débattre sur le mondial de l'automobile. Comment faire pour que, somme toute, ça me coûte moins d'argent, le coût d'usage, comment faire pour qu'il diminue, pour qu'on l'optimise, comment faire pour pouvoir consommer de façon à laisser une empreinte moins forte sur la planète. Et puis la sécurité. C'est les trois sujets que les Français souhaitent voir abordés sur le mondial de l'automobile et qui pourraient les amener à changer, modifier la date de renouvellement de leur véhicule. J'en parlais... oui, pardon. Non, le raisonnement que nous tenons là est valable aussi pour la moto. Parce qu'effectivement, on souhaite qu'il y ait moins d'accidents aussi. Les motos consomment aussi moins, donc pareil pour la pollution. Il y a les mêmes études. Alors évidemment, la sécurité passive pour une moto, c'est plus difficile, parce que dans une auto, on est quand même protégé par ces carrosseries dont je venais de dire qu'on fait beaucoup d'efforts pour l'absorption des chocs, etc., ce qui n'est pas le cas en moto. Donc là aussi, mais les efforts sont faits, les efforts de comportement sont faits, les motards se conduisent bien sur la route, les vrais motards, ceux qui conduisent des motos et qui ont l'habitude. Donc là aussi, il y aura une communication à faire, parce que trop souvent, on entend du tout et du n'importe quoi concernant la moto. Et c'est un peu dramatique d'entendre ça, parce que les constructeurs, là aussi, font beaucoup d'efforts en termes de freinage, en termes même de tenue de route, parce que maintenant, avec les motos, même si on se penche sur les virages, ça tient mieux qu'avant, grâce aussi au progrès des pneus. Tout ça, c'est toute une industrie qui travaille là-dessus. Donc là aussi, comme je le disais tout à l'heure pour la voiture, c'est aussi des comportements humains qu'il faut avoir. Mais encore une fois, le monde de la moto est respectueux de la sécurité, et respectueux aussi de sauver un maximum de vies. Il y a toujours, je dirais, des gens qui se comportent d'une façon tout à fait inadmissible, que ce soit en voiture ou en deux roues, et c'est cela qu'il faut condamner, mais pas l'ensemble d'une industrie, pas l'ensemble de conducteurs ou de voitures ou de motos.
J'en parlais dans l'introduction et vous en avez aussi parlé, Jean-Claude Giraud, Olivier Queudeville, c'est le futur. C'est un lieu ici, le Paris Motor Show, dans lequel on peut découvrir quelle sera la mobilité de demain. Et cette question, justement, celle des futurs moyens de déplacement, elle est cruciale pour les Français. Vous en parlez dans votre étude, Monsieur Queudeville. Je vois par exemple que si la moitié des personnes interrogées pensent principalement qu'ils seront au volant d'un véhicule dont ils seront propriétaires, une autre moitié imagine l'avenir comme un melting pot de solutions diverses et variées au volant d'un véhicule dont ils seront propriétaires ou non. Donc en gros, l'avenir est un mix de toutes les solutions de mobilité dont on dispose aujourd'hui. Monsieur Giraud. Oui, et puis je dirais que ce n'est pas un sujet primordial. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'acquisition d'une voiture. Donc soit on est propriétaire, soit on la loue, et la location se développe de plus en plus. Mais vous remarquerez que même ceux qui louent une voiture, ils parlent de ma voiture. Elle ne leur appartient pas parce qu'ils la louent, elle appartient à une société de financement. Mais c'est leur voiture. Donc c'est un mode de financement différent qui se développe justement pour faciliter aussi la possession de voitures. Il y a le covoituring aussi, hein, l'autopartage qui se développe beaucoup. C'est un autre usage de la voiture, mais c'est toujours avec la voiture. Donc c'est pour ça que les gens viennent ici pour voir ce qu'avait cette voiture, même si elle est partagée, même si elle ne leur appartient pas en propre. Mais j'entendais des visiteurs qui voient les différents constructeurs et il faudra bien avoir cette voiture. Alors après, ils vont négocier soit avec la marque directement, soit avec leur banquier, soit avec une société de louage de voitures, les loueurs, et ils vont, entre guillemets, acquérir une voiture, même si c'est pour 12 mois, 24 mois, mais pendant cette période-là, ça sera leur voiture, ils en seront fiers, et ils viendront rêver au prochain salon pour encore la changer et trouver encore une meilleure voiture que les constructeurs ne manqueront pas de produire. Oui, mais vous parliez, monsieur Queudeville, tout à l'heure de 69% des Français qui pensent que la voiture autonome est un plus pour la sécurité. Vous parlez, monsieur Giraud, de voitures qui ne sont pas forcément individuelles, mais vous parlez de cette appropriation du véhicule par les Français. Le fait est qu'aujourd'hui, la voiture individuelle, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un foyer qui possède 2 voitures et qui l'utilise tous les jours, c'est un peu en voie de disparition. En tout cas, la mobilité de demain tend à faire disparaître la voiture individuelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas du tout. Alors moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont là. Hein. Les chiffres d'immatriculation et d'achat de véhicules sont là, déjà. Et puis, quand on dit demain, effectivement, les gens se passeront de leur voiture. Demain, il n'y aura que des voitures autonomes. Attendons quand même un petit peu, parce que, encore une fois, le demain, il faut savoir le définir avant une conversation. Il faut savoir ce que chacun met dans le demain. Monsieur Queudeville. Je pense que l'avenir sera indiscutablement la multimodalité, l'utilisation de plusieurs modes de déplacement. Les Français comprennent très bien quel va être l'apport du véhicule autonome. Les Français comprennent très bien qu'en utilisant plusieurs modes de déplacement, ça va leur apporter plus de confort. Les Français ont compris qu'ils pourront utiliser des nouveaux modes de déplacement pour faire le dernier kilomètre. Mais la propriété du véhicule fait partie de l'avenir et restera dans l'avenir. Le véhicule plaisir restera dans l'avenir, et ça on le voit au-delà des modes de financement. On peut débattre sur le mode de financement, le mode d'acquisition, mais mon véhicule restera quelque chose d'avenir. La notion de plaisir dont vous parlez, c'est une parfaite transition. Vous en avez aussi parlé tout à l'heure, puisque les Français, selon toujours votre étude, s'attendent à ce que les prochaines innovations leur apportent une mobilité plus agréable, mais demandent aux constructeurs d'associer plus de passion, de liberté, de plaisir et d'évasion au moment où ils utiliseront la voiture. Alors cette dernière phrase, cette demande des Français aux constructeurs, qui appartient au champ lexical des émotions, c'est qu'on a l'habitude d'entendre parfois dans les publicités en levant un petit peu les yeux. Mais est-ce que ça vous surprend qu'il y ait ce lexique des émotions qui soit attaché aujourd'hui encore à la voiture ? Non, mais alors moi ça ne me surprend pas du tout. Et puis ces mots que vous avez utilisés, passion, rêve, etc., sont toujours là. Moi, quand je vois encore cette année, comme il y a 2 ans, comme il y a 4 ans, les yeux de gamins, quand ils voient des belles voitures et des belles motos,
c'est mes yeux de moi quand il y a maintenant un demi-siècle passé, c'est les yeux de mes enfants, les yeux de mes petits-enfants aujourd'hui. Mes petits-enfants, 8 ans et 5 ans, quand ils voient une voiture dans la rue, d'abord ils la reconnaissent, ils peuvent dire la marque et ils sont passionnés. Donc ça se transmet, cette passion de génération en génération. Les constructeurs savent justement s'adapter et toujours faire rêver. Quand une belle voiture ou une belle moto passe dans la rue, tout le monde se retourne et on la prend en photo. En plus, aujourd'hui, c'est facile avec les portables. Donc, elles sont encore plus peu en photo qu'avant. Mais donc, ce rêve existe. Il y avait un de mes prédécesseurs, donc l'affiche du mondial en 1994 était « On n'arrête pas un rêve qui marche ». Et on voyait les yeux d'enfants écarquillés devant des petits modèles réduits de voitures. 24 ans après, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a 2 ans, j'ai emmené un petit gamin qui s'était perdu dans les allées parce que sa maman s'était attardée juste avant les fermetures de la nocturne sur un stand d'un constructeur généraliste. Et lui, il voulait voir les Ferrari. Et donc, il s'était aventuré et il s'était perdu. Et quand je l'ai amené sur le stand, il avait des yeux extraordinaires. Extraordinaires. Donc, c'est de la modernité. Hein, c'est pas le passé, mais on a tous cette part de rêve, cette part de passion qui reste, qui perdure. Vous savez, donc aller dans les allées, interroger les gens, aller dans les grands prix de Formule 1, aller aux 24 heures du Mans, vous allez voir tous ces passionnés. Là, je parle l'auto. Aller aux 24 heures du Mans moto, aller au Bol d'Or, etc. Vous allez voir ces passionnés qui s'enflamment lorsqu'ils parlent de leur machine, leur propre comme machine. Vous, comme moi, parce que moi, je suis passionné aussi, je suis tombé dedans tout petit. Et je suis passionné. Et c'est la passion qui nous anime et qui fait que quand je vois en face de moi des gens aussi qui partagent la même passion, ou d'une façon différente, parce qu'on n'est pas toujours on peut ne pas être sur la même longueur d'onde, mais l'important c'est cette passion et la passion fait avancer le monde. On va devoir conclure, on arrive vers la fin de cette émission, c'est beaucoup trop court. Simplement, Monsieur Queudeville, je veux quand même avoir votre réaction sur cette notion de passion, de liberté, de plaisir dont vous parliez tout à l'heure. Écoutez, une innovation, c'est évident qu'on la comprend et on la décrypte de par sa dimension fonctionnelle. Mais qu'est-ce qui donne la valeur au monde automobile, à la voiture, et qu'est-ce qui fait qu'un consommateur a envie d'être propriétaire et nous dit que demain, il veut continuer à être propriétaire de son véhicule? Ça a été et ça sera toujours la passion, le rêve, le plaisir. Et c'est en tout cas, quand on discute avec le consommateur, c'est ce qu'il nous dit et il nous met en garde. Moi, je veux continuer à être propriétaire de mon véhicule, je veux continuer à acheter une voiture, mais expliquez-moi comment ce véhicule autonome, ce véhicule électrique, ce véhicule hybride, ce véhicule qui va fonctionner à l'hydrogène, comment je vais prendre du plaisir au volant de cette voiture. Monsieur Giraud, en quelques mots pour conclure, le futur du mondial de l'auto, vous le voyez comment ? Eh ben, ça sera un mondial encore plus rénové où on va s'adapter parce que je prendrai en compte toutes les observations et critiques qu'on peut avoir parce que rien n'est parfait, il faut toujours s'améliorer. Donc cette année, on a fait un grand pas en avant. Et j'espère que dans 2 ans, on présentera encore plus d'innovations. Nous-mêmes en tant qu'organisateurs, parce que je ne doute pas que les constructeurs auront beaucoup d'innovations dans 2 ans, mais nous en tant qu'organisateurs, on est sûrement des nouveaux événements qui font parler de la mobilité, qui font intervenir de nouveaux acteurs. Et puis, moi je suis un ancien compétiteur sportif, donc je veux dire, il faut toujours s'entraîner pour être encore meilleur dans le prochain match. Et surtout, si on arrive au sommet, il faut encore se battre encore plus fort pour y rester. Donc on va se battre pour qu'on soit encore meilleur, que nos exposants y trouvent encore plus d'intérêt à venir et que tout le monde vienne au Mondial 2020. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Giraud. Je vous rappelle que vous êtes le commissaire général du Mondial de l'Auto et des Mobilités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous étiez accompagné de Monsieur Olivier Queudeville, directeur du département automobile chez CSA, une institut d'études, marketing et d'opinion. C'est la fin de cette émission consacrée aux Français et au Mondial. Vous pouvez la retrouver bien entendu en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast que vous pourrez retrouver. Sachez que nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Twitter ainsi que sur Facebook avec le hashtag Mondial Audio. On se retrouve, nous, pour une prochaine émission de questions de mobilité ou de voyage en mobilité. Que sais-je ? À la prochaine.